Depuis des mois, Vladimir Poutine et ses proches tentent de réécrire l'histoire de la guerre en Ukraine. Cette guerre est présentée comme un affrontement entre deux camps, la Russie étant immense, dominante et sur le point de l'emporter. L'Ukraine, en difficulté face à la puissance adverse, devrait déclarer la paix, peu importe les conditions russes. Vladimir Poutine exige d'être cru, sinon la Russie détruira le reste du pays. C'est un joli fantasme inventé par Vladimir Poutine, mais cela ne reflète pas la réalité de la guerre. La réalité, c'est que la ligne de front de Vladimir Poutine s'effondre, car c'est l'armée russe qui est en train de se disloquer. Rien de tout cela ne se passe selon le plan de Vladimir Poutine, qui était de tromper tous ceux qui voulaient bien l'écouter, en leur faisant croire que les assauts russes, sur plusieurs fronts, en Ukraine, permettaient à la Russie de gagner du terrain à un rythme record. La Russie a revendiqué la chute de Pokrovsk, Siversk et Kupiansk, dont certaines juste avant la visite d'émissaires américains à Moscou début décembre. Ces affirmations visaient à soutenir un faux récit présentant la Russie en position de force et l'Ukraine comme tentant simplement de résister alors que ses défenses faiblissent. En réalité, ce qui se passe, c'est que ces trois villes se tiennent toujours. L'Ukraine gagne même du terrain dans certaines d'entre elles. La Russie essaie de construire ce faux récit d'avancée constante parce que Poutine pense que l'avantage que lui donnerait la prise de ces villes pourrait faire de lui un acteur majeur lors des négociations de paix. Poutine peut prétendre que les défenses ukrainiennes se sont effondrées s'il maintient ses mensonges. Et beaucoup de gens sont conscients de ce que fait le dirigeant russe. Parmi eux, le colonel Jano Mayak, chef d'état-major des forces de défense estoniennes. Le 15 décembre, Mayak a affirmé que les opérations d'information et la domination cognitive visaient à influencer l'Occident et les États-Unis. L'objectif est de créer un faux récit selon lequel le front ukrainien est sur le point de s'effondrer. Mayak affirme que Poutine veut persuader l'Occident, surtout les États-Unis, de ne plus soutenir l'Ukraine. L'Occident a essayé, et l'Ukraine a échoué. Donc l'Occident ferait aussi bien de limiter ses pertes et de retirer tout le soutien qu'il apporte à l'Ukraine. Si cela n'arrive pas, les États-Unis et l'Europe perdront encore plus d'argent alors que la Russie est sur le point de remporter la victoire. Poutine vise aussi à exploiter le levier obtenu par les avancées supposées de la Russie lors des négociations de paix. Poutine l'a déclaré via son porte-parole Yuri Ushakov début décembre. Les progrès et la nature des négociations ont été influencés par les succès de l'armée russe sur le champ de bataille ces dernières semaines, a déclaré Ushakov. Il a ajouté que les exploits militaires de nos soldats russes ont poussé nos partenaires étrangers à revoir leurs évaluations sur la voie vers la paix. La vérité n'entre pas en ligne de compte dans l'équation de Poutine. Il préside une armée. C'est exagéré. Les gains qu'elle a réalisés entre janvier et septembre, 2025 de plus de 1200 km², soit environ 463 miles², ont été rapportés par United 24 Media en septembre. Mentir sur les progrès militaires n'est pas nouveau pour le Kremlin. Ces mensonges servant le récit de Poutine sur la Russie comme superpuissance militaire. Il y a juste un problème, et il est de taille. Le récit ne correspond pas à la réalité de la guerre. Les mensonges de la Russie sont révélés, montrant que les offensives que Poutine qualifiait à tort de succès ont en fait été affaiblies, à tel point que les soldats russes sont désormais prêts à devenir les victimes des contre-attaques ukrainiennes. C'est ce qu'indique un rapport du 15 décembre de l'Euromaidan Press, qui s'appuie sur une évaluation de l'Institut pour l'étude de la guerre, ou Institute for the Study of War, pour démontrer que les soldats russes en première ligne sont loin d'être une force dominante. Bien au contraire, ces soldats sont épuisés, mal équipés et commencent à s'effondrer, alors que Poutine exige qu'ils maintiennent des offensives simultanées qu'ils ne peuvent tout simplement pas soutenir. Ces mêmes soldats russes font également face à la perspective d'une future offensive contre le reste de la ceinture fortifiée de Donetsk, en supposant que Pokrovsk tombe finalement. Cela épuisera encore plus les Russes, alors que Poutine allonge la ligne de front. La Russie ne gagne pas autant que Poutine le dit. L'Institute for the Study of War révèle la situation réelle en Ukraine, dans son analyse de l'offensive russe du 14 décembre. Les forces russes continueront probablement à peiner à mener les offensives multiples voulues par le Kremlin dans différentes directions, en raison des coûts importants en matériel et en effectifs, selon l'Institute for the Study of War, à propos des déclarations russes sur leur domination et leurs plans en Ukraine. L'Institut indique aussi que les frappes ukrainiennes à longue portée sur le pétrole et les infrastructures militaires russes ont contribué à affaiblir les offensives de Poutine. Cependant, il faut aussi noter que la Russie s'étend trop sur plusieurs fronts pour maintenir ses actions longtemps.
Ceci est particulièrement évident lors des combats pour les localités ukrainiennes d'Olexandrivka et de Houlipol dans ces deux régions. Les unités que Poutine a envoyées pour prendre ces localités sont au bord de la rupture, et ne pourront réussir que si elles reçoivent des renforts que la Russie ne peut fournir. L'Institute for the Study of War relaie l'analyse de l'observateur ukrainien Konstantin Macheves, selon qui le groupement de forces de l'Est russe, groupement de forces, agit sur ces deux axes. Le groupement de forces devra se regrouper, ou recevoir des renforts en troupes et matériel d'autres axes pour poursuivre l'offensive vers Houlipol. Deux options seulement. Poutine peut resserrer la ligne de front, mais cela irait à l'encontre de son récit. L'Ukraine ne peut pas être le pays qui s'effondre sur tous les fronts, alors que c'est la Russie qui resserre les lignes de combat. L'incongruité suffit à révéler les mensonges de Poutine. Il est donc improbable qu'il y ait un resserrement. La Russie peut aussi retirer des soldats d'autres unités. Selon le Institute for the Study of War, Mashevets pense que la Russie pourrait redéployer des éléments des 36e et 29e armées interarmes du district militaire de l'Est, actuellement engagés vers Olexandrivka, vers la zone de la 5e armée interarmes dans les prochaines semaines. Bien sûr, le problème ici est évident. Poutine déshabillerait Pierre pour habiller Paul. En d'autres termes, Poutine doit encore affaiblir la Russie sur le front d'Olexandrivka, s'il veut maintenir la force des assauts russes actuels dans la direction de Houlipol. Ceci illustre les problèmes auxquels la Russie fait face sur tout le front qu'elle a créé. Ce front couvrait environ 1250 km, près de 800 miles, en septembre de cette année. Chaque mile voit la Russie tenter des assauts, contre des positions ukrainiennes bien défendues, ce qui aboutit à un hachoir à viande de 800 miles. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a affirmé que cela avait coûté la vie à 10 000 soldats russes rien que pendant la première moitié de cette année. Le chiffre est sûrement beaucoup plus élevé, peut-être doublé, aggravant ainsi le problème d'épuisement. La Russie ne peut pas continuer à perdre autant de soldats, tout en gardant une si vaste ligne de front. Une rupture finira par arriver. Poutine refusera, d'où la fausse narration que le Kremlin diffuse sur l'Ukraine. D'Argence critique cette narration dans un article du 15 décembre où il est précisé que la Russie exige de l'Ukraine le territoire qu'elle veut, sachant qu'elle ne peut l'obtenir par la force. La Russie aurait besoin de beaucoup plus de troupes et de matériel pour transformer ses maigres avancées en succès opérationnels. Aucun des deux n'atteint le rythme nécessaire à la Russie. La Russie pourrait obtenir un succès opérationnel dans des zones isolées en resserrant le front, comme mentionné précédemment. Cependant, cela affaiblirait le récit russe et donnerait à l'Ukraine plus d'occasions de renforcer sa défense et de contre-attaquer. La Russie est dans une situation sans issue ici. Cette situation résulte de plusieurs problèmes, dont le fort désir de soutien de Poutine. Un récit qui ne reflète pas la réalité du champ de bataille n'en est qu'un exemple. Un autre problème de la Russie, que nous venons d'évoquer, est que les réseaux logistiques du pays ne tiennent pas le coup, que ce soit en Ukraine ou en Russie. Un manque de logistique entraîne l'effondrement des lignes d'approvisionnement, provoquant les pénuries de troupes et d'équipements mentionnées. Revenons un instant sur Kupiansk. Vous vous souvenez peut-être de cette ville que la Russie affirmait contrôler totalement, quelques jours seulement, avant que Poutine ne rencontre les envoyés américains à Moscou. Cela fait de Kupiansk un élément clé du récit que Poutine cherche à imposer. Cependant, la ville rencontre des problèmes d'approvisionnement qui contredisent ce récit. Le 14 décembre, le Kiev indépendant a indiqué que le 429e régiment de drones ukrainiens, ou régiment Achille, a confirmé la destruction d'un pipeline russe utilisé pour acheminer soldats et matériel vers Kupiansk. Le pipeline était présenté comme une voie sûre, permettant à la Russie de renforcer ses forces en évitant les tirs ukrainiens. Maintenant, il a été détruit, et les forces russes censées conquérir Kupiansk en ressentent la douleur. L'Ukraine a encerclé jusqu'à 200 de ses soldats dans la ville et lance des contre-attaques à Kupiansk qui entraînent des centaines de pertes. Nous avons publié un rapport détaillé sur Kupiansk en Russie sur la chaîne. Consultez-le pour plus d'informations. La catastrophe de Kupiansk montre la faiblesse des affirmations russes sur leurs avancées, même quand la Russie obtient des gains comparables à ceux revendiqués par Poutine. Ces avancées dépendent d'une logistique fragile, vulnérable dès qu'un maillon de la chaîne d'approvisionnement est détruit. Comme cela vient de se produire à Kupiansk, les gains de la Russie sont annulés, et l'Ukraine revient en force contre des troupes russes épuisées, qui n'ont aucune chance d'être ravitaillées. Si l'on déplace le regard vers la Russie elle-même, on découvre que ces problèmes logistiques ne se limitent pas à l'Ukraine occupée. Dans un article du 12 décembre pour Riddle, Jeff Horn affirme que les chemins de fer russes déclinent, bien que cela ne paraisse pas encore un problème majeur. La raison pour laquelle cela est important,
c'est que les chemins de fer russes sont essentiels à tout ce que le pays transporte, aussi bien à l'intérieur du pays que dans le contexte de la guerre en Ukraine. Horn écrit que la Russie considère depuis longtemps les transports, surtout les chemins de fer, comme essentiels à sa sécurité. La raison est simple. Des millions de tonnes de marchandises, dont du matériel essentiel à l'effort de guerre russe, sont transportées par rail en Russie et à l'étranger. Selon Horn, la santé du réseau ferroviaire russe reflète chaque année celle du pays entier. Et ces chemins de fer sont dans un état critique. Horn souligne la situation difficile des chemins de fer russes. Chemins de fer russes, société d'État détenant le monopole ferroviaire. Ce monopole n'est pas en très bonne forme, et les chiffres le prouvent. En août 2025, les bénéfices ont chuté à 27 milliards de roubles, soit une baisse de 96%. En octobre, l'entreprise affichait officiellement des pertes. Les sources occidentales rapportent que 51 milliards de dettes sans solution claire en vue, écrit Horn. Cette entreprise était toujours rentable avant l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Cette baisse de fortune montre que Réseau Jurassien de distribution transporte moins, avec des taux d'immobilisation des wagons élevés. Ces wagons transportent du fret intérieur et du matériel militaire, avec moins de ce dernier déplacé. Cela affecte la logistique de la guerre pour la Russie et l'Ukraine, car la destruction des chaînes d'approvisionnement en Ukraine occupée est un problème à double tranchant. La Russie envoie moins d'équipements en Ukraine, et celui livré n'atteint pas toujours sa destination. Les lignes de front, où il est bloqué, à tel point que les troupes russes épuisées flanchent avant même que l'équipement n'arrive. C'est ce que signifie être à bout de ressources. En restant sur le thème de l'équipement russe, les preuves des cauchemars logistiques de Poutine sont visibles partout dans la guerre en Ukraine. Le 29 novembre, The Telegraph a indiqué que les troupes russes près de Lyman sont maintenant envoyées au combat, sans les nécessités de base que tout soldat à pied devrait avoir. Les casques et les gilets pare-balles sont introuvables parmi des dizaines d'unités russes qui attaquent les positions à Lyman, ce qui conduit naturellement à ce que les soldats soient décimés par les drones ukrainiens. Même si la Russie connaît actuellement des difficultés économiques, elle n'en est pas au point de ne pas pouvoir se permettre de fabriquer un équipement aussi basique. Le souci est que cet équipement n'arrive pas assez vite sur le front pour servir lors des assauts répétés de Poutine. Les problèmes logistiques russes l'ont poussé à adopter des solutions inédites, parfois ridicules. D'importantes pertes en matériel, ce qui signifie la destruction d'un nombre incalculable de chars et de véhicules blindés, ont conduit la Russie à utiliser des ânes pour transporter des munitions. Le journal de la sécurité nationale a rapporté en octobre 2025 que la Russie, les bêtes de somme servent aussi à évacuer les soldats blessés des zones dangereuses infestées de drones créées par l'Ukraine autour des villes que la Russie dit avoir prises. Les ânes, eux, n'ont aucune protection contre les drones. Davantage de soldats russes meurent alors qu'ils auraient pu survivre, car leur évacuation dépend des animaux plutôt que de l'équipement. Ironiquement, la combinaison de problèmes logistiques et de pénurie d'équipements a conduit à une situation où la Russie perdait beaucoup moins de matériel en septembre 2025 qu'au cours des quelques années précédentes de la guerre. Les pertes de chars, de véhicules blindés de transport de troupes et d'autres véhicules étaient toutes en baisse, a rapporté l'Historis. Cela n'était pas dû à une amélioration des tactiques russes, mais à un manque de ressources en Russie. On suggère que la Russie accumule du matériel sur son territoire, mais accumulation et utilisation sont très différentes. L'armée russe accumule peut-être effectivement du matériel, mais pour l'utiliser efficacement, 2 conditions sont nécessaires, affirme un expert anonyme. Il faut d'abord percer les défenses ukrainiennes, puis un terrain dégagé derrière les positions des forces armées ukrainiennes. L'histoire de l'œil affirme que la percée n'a pas lieu, ce qui rend la seconde condition caduque. L'effondrement des lignes de front russes et la mauvaise logistique signifient que tout équipement accumulé ne sera pas très utile aux forces de Poutine. Cependant, comme nous l'avons mentionné précédemment, Poutine ne va pas réduire les lignes de front ni détruire le récit qu'il a créé. Il ordonnera à ses soldats de continuer à se battre, quels que soient les nombreux problèmes logistiques et d'équipement de la Russie, en poussant toujours plus loin vers l'Ukraine. Si Pokrovsk tombe, la ceinture de forteresse de Donetsk deviendra un objectif pour la Russie. Cependant, cette ceinture verra les forces russes se heurter à des défenses encore plus solides que celles qu'elles ont affrontées. Dans une ville qu'elles assiègent depuis 18 mois, la Russie n'est tout simplement pas prête pour ce combat, vu l'état actuel de son armée. Machevets estime que des offensives contre les ceintures de forteresses, les bastions de Sloviansk et de Kramatorsk, exigeraient que le commandement militaire russe engage pleinement des troupes et du matériel provenant des groupements de forces occidentaux, méridionaux et centraux.
Les forces russes ne pourront pas se laisser distraire par d'autres axes, comme Velki, Bourlik ou Orakiv, selon le rapport de campagne de l'Institute for the Study of War. On constate encore la nécessité de resserrer les lignes de front. Mais Poutine n'en parlera pas. Ajoutez ce refus de resserrer les rangs aux problèmes persistants de la défense, de l'industrie et de l'économie russe. Et vous obtenez une recette pour le désastre. Quand ou si la Russie prend Pokrovsk et essaie d'avancer sur les problèmes de Pokrovsk pour la Russie. Présentez ce qui attend les forces épuisées du pays si elles tentent de prendre le reste de la ceinture de forteresses. En octobre, l'Ukraine a confirmé environ 25 000 drones détruits contre la Russie, principalement près de Pokrovsk, selon The Moscow Times. David Axe, auteur de Trench Art, affirme que la Russie a perdu environ 10 000 soldats lors de l'offensive sur Pokrovsk, entre janvier et septembre 2025. Des milliers d'autres personnes sont mortes ou blessées à Pokrovsk dans les mois précédant cette année. Vladimir Poutine se prépare maintenant à attaquer le reste de la ceinture de forteresses, qui compte 2 autres grandes villes fortifiées, aussi bien, voire mieux, que Pokrovsk. En plus d'innombrables localités, de kilomètres de terre minée, de zones mortelles infestées de drones et de tout ce qu'il faut franchir avant d'attaquer la ceinture de forteresses. Les pertes russes à Pokrovsk paraîtront minimes après la campagne de la ceinture de forteresses. À moins que les troupes russes épuisées ne terminent cette campagne, ce qui paraît très improbable selon United 24. Selon un rapport du 9 décembre, le média indique que Donetsk est aujourd'hui un vaste réseau de fortifications militaires sur des dizaines de kilomètres. Comme le montrent clairement les cartes, ces lignes de défense sont disposées en couches à travers la région, beaucoup d'entre elles étant positionnées sur des hauteurs. Les forces russes auraient du mal à percer ces défenses de Donetsk si elles étaient aussi solides que Vladimir Poutine le prétend. Mais les forces russes, déjà repoussées sur plusieurs fronts, fatiguées et mal équipées, n'auront aucune chance de faire tomber la ceinture de forteresse. Pas dans un délai précis. Sinon cela confirmerait les propos de Vladimir Poutine sur la victoire inévitable de la Russie. À ce rythme, il faudrait 2 ans de plus. Selon United 24 Media, il faudrait encore des centaines de milliers de vies et des milliers d'équipements pour franchir la ceinture de forteresse. Et cela suppose que la Russie puisse maintenir l'intensité des assauts, ce qui paraît peu probable vu ses nombreux problèmes. Une armée russe qui se désintègre n'est pas une armée qui va soutenir le récit du Kremlin. La ceinture de forteresse pourrait être l'obstacle qui brisera l'armée russe. Nous avons discuté de l'avenir des forces épuisées de Poutine après Pokrovsk. Pour mieux comprendre la difficulté pour la Russie de prendre Donetsk et le Donbass que Poutine réclame à l'Ukraine, regardez notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur la situation réelle en Ukraine que la Russie veut cacher. Et merci de nous avoir regardés.